El Aricha est situé à 1200 mètres d'altitude, sur le plateau entre les atlas téliens et sahariens. Nous étions fin juin. La chaleur était devenue insupportable. Le thermomètre flirtait avec les 50 degrés dans les baraques où nous dormions. Je supportais de plus en plus mal la chaleur. Au repas, on nous distribuait des comprimés de sel que nous devions avaler afin de limiter notre déshydratation. Nous devions boire beaucoup d'eau. Malgré cela, j'allais perdre 10 kilos durant les 2 mois d'été. Heureusement, j'avais repris du poids après les 2 premiers mois d'incorporation où j'avais terminé à 64 kilos. Nous étions censés faire la sieste. Nous ne reprenions le travail qu'après cette interruption obligatoire. Certaines parties du campement bénéficiaient d'un meilleur confort. Le personnel chargé du service des approvisionnements était logé dans des bâtiments en dur. Ces constructions avaient des murs épais d'au moins 60 à 80 cm. Lorsque nous sortions de nos baraquements en pleine chaleur, que nous traversions le camp où la chaleur était étouffante et que nous pénétrions dans un de ces édifices, nous avions l'impression de rentrer dans une glacière. Si nous regardions le thermomètre, la température affichait 29 degrés. L'écart était tel avec l'extérieur que nous avions cette sensation de fraîcheur, mais le ressenti ne durait pas. Au bout de quelques minutes, nous avions à nouveau de la sueur sur le front. Lorsque nous lavions nos sous-vêtements et nos chemisettes, le temps de les étendre sur le fil, en pleine chaleur, nous pouvions les ramasser. En quelques minutes, ils étaient devenus raides et ils étaient secs. Nous avions interdiction de nous promener torse nu en pleine chaleur. C'était beaucoup trop dangereux. Un de nos camarades du service des effectifs, qui n'avait pas respecté cette consigne de prudence, fut rapatrié en métropole dans un hôpital militaire avec les poumons voilés. La nuit, la température chutait brusquement. Il n'avait pas plu depuis de nombreux mois. Le ciel était désespérément bleu. L'altitude aidant, vers minuit ou 1 heure du matin, le thermomètre à l'extérieur descendait aux alentours de 0. Gare à ceux qui s'étaient endormis entre-temps, nus comme des vers sous leur moustiquaire. Le froid les réveillait brusquement, avec de fortes coliques qui les forçaient à se précipiter dehors pour se soulager. De nombreux appelés posaient leur permission de séjour durant ces mois d'été. Nous avions tous droit à 3 semaines pour retourner en métropole dans nos familles. Je n'étais pas pressé de partir. Je voyais le moral de ceux qui en revenaient. Il me semblait que la deuxième partie de présence au camp était plus mal vécue. L'attente de la quille leur paraissait soudain lointaine. Je décidai d'attendre le plus longtemps possible pour que cette deuxième partie de présence soit la plus courte possible. Personne ne m'attendait, mis à part ma famille. Je n'avais plus de lien affectif depuis la rupture de Michel, et j'appréhendais de me retrouver désemparé, en Charente, sans attache sentimentale. Ma nomination au grade de maréchal des logis en septembre changea mon statut. Je mangeais maintenant aux messes des sous-officiers, et la nourriture y était plus variée. Au moment des gardes, j'étais chef de poste. L'adjudant-chef Legendre partit en stage, je n'allais plus pouvoir prendre la garde à Assisi-Rouki. Je devais absolument être à la BCS pour la réception du courrier et sa préparation pour le présenter à la lecture du colonel. Les jours de garde, l'adjudant-chef me suppléait bien, que cela ne l'enchantait guère. Lui parti, la seule possibilité était que je tienne le poste de la BCS. Cela me permettait, le matin, de confier sa fermeture au brigadier ou brigadier-chef que l'on m'avait adjoint. Je pouvais ainsi aller au bureau de bonne heure et préparer tranquillement la lecture de différentes notes et circulaires arrivées la veille. Un beau jour, cette mécanique bien huilée finit par déraper. C'était au moment où les généraux favorables à l'Algérie française commençaient à contester les orientations prises par le général de Gaulle sur l'avenir de l'Algérie. Nous avions un nouveau lieutenant d'origine pied-noir,
le lieutenant Rodriguez, affecté à la BCS, adjoint du capitaine Barthès, lui-même nommé à la place du capitaine Morin, affecté en métropole. Ce matin-là, j'avais confié le poste de police à mon adjoint et j'étais parti accomplir mon travail au secrétariat. Mon adjoint avait quitté le poste de police. Il avait laissé un des appelés finir sa nuit dans le poste sans le réveiller. Le lieutenant Rodriguez était de convoi sur Tlemcen ce jour-là. En partant, il avait vu que notre camarade appelé dormait dans le poste. Il était entré. L'arme du soldat n'était pas cadenassée dans le râtelier. Il avait subtilisé la culasse du fusil et il était parti accompagner le convoi à Tlemcen. À son réveil, notre camarade s'aperçut que son fusil avait été délesté de la culasse. Je ne me souviens pas de son nom, mais c'était un soldat du contingent 62A comme moi. Il est venu tout de suite me prévenir, inquiet pour la suite. Je le rassurai comme je pus. Le soir, au retour du convoi, le lieutenant Rodriguez, après s'être renseigné auprès de la salle de service pour connaître le nom du chef de poste en charge de la garde de nuit, me convoqua. J'eus beau lui expliquer les raisons de mon absence le matin au poste de police, il ne voulut rien entendre. Il avait en horreur les appelés. Je connaissais ses affinités pour les membres de l'OAS. Il exigeait, pour me dédouaner, que je pose un motif contre mon camarade de contingent. Je refusai catégoriquement. Lui n'y était pour rien. Le fautif, s'il y en avait un, c'était moi, ou bien le brigadier qui n'avait pas fait évacuer le poste. J'assumais totalement ma responsabilité de chef de poste. Je trouvais pervers l'action du lieutenant qui n'avait agi que par pure volonté de nous nuire. Le lieutenant m'avertit qu'il allait déposer un motif contre moi puisque je refusais d'accabler mon camarade du contingent. C'est ce qu'il fit. Abandon d'armes accompagné de 2 jours d'arrêt de rigueur. Le motif était sérieux et il risquait de me poser de graves soucis avec la hiérarchie militaire. Le lendemain, je fus convoqué par le capitaine Barthès qui commandait la BCS. C'était un homme affable. « Alors, Berland, me dit-il, on a eu des ennuis avec le lieutenant Rodriguez ?»« Oui, mon capitaine. » Et je lui expliquai les raisons de mon absence au poste. Le capitaine eut un sourire et il me dit « On va arranger ça. » Le capitaine ne pouvait pas totalement désavouer son adjoint. Il transforma le motif en négligence dans ses fonctions de chef de poste, et au lieu de 2 jours d'arrêt de rigueur, il me mit 2 jours d'arrêt simple. Cela changeait tout. J'étais rassuré. La demande parvint au bureau du secrétariat colonel. C'était la voie normale. Je réceptionnai le document et j'allais le présenter moi-même au capitaine Des dans son bureau, sans attendre la présentation du courrier en fin de journée. Le capitaine me reçut. Il prit connaissance de la demande de punition qui m'était destinée. Là, je pris la décision de lui expliquer la situation et je terminai en lui disant « Mon capitaine, il n'est pas possible que je continue à préparer le courrier pour la lecture du colonel les jours où je serai de garde au poste de police. » Le capitaine ne répondit rien. Il décrocha son téléphone, il appela la salle de service. « Allô, je voudrais parler à l'adjudant Desrosiers. »« Bonjour, adjudant. Veuillez noter qu'à partir de ce jour, le maréchal des logis Berland est exempt de toute activité en dehors de son affectation au secrétariat du colonel. » La punition fut présentée au colonel, elle revint avant d'être inscrite sur mon livret militaire. J'avais écopé de 4 jours d'arrêt simple. C'était la règle. Le colonel doublait toujours la punition demandée. À partir de ce jour, je n'ai plus eu à monter la garde, ni même au camp de Sissonne, lorsque nous y fûmes rapatriés quelques mois plus tard.